Après cette vidéo, tu ne verras plus jamais ces acteurs de la même façon. Parce que tu découvriras qu'ils ne sont plus eux-mêmes. L'un s'est arraché une dent, s'est coupé le visage et est resté des semaines sans se doucher. Un autre est arrivé sur le tournage sans avoir lu le scénario, s'est rasé la tête, a presque tout improvisé et a passé des semaines enfermé dans le noir. Mais, dans le cas le plus extrême, l'acteur a complètement perdu son identité. Et quand les caméras se sont éteintes, il était déjà trop tard pour revenir en arrière. Dans Blue Valentine, Ryan Gosling et Michelle Williams n'ont pas joué une relation. Ils l'ont littéralement vécue. Avant le tournage, le réalisateur d'Érection France les a forcés à vivre ensemble pendant un mois, comme un vrai couple. Ils vivaient dans la même maison, cuisinaient, se disputaient et élevaient la petite fille qui jouait leur fille. Ils se filmaient avec une caméra domestique, improvisant des scènes du quotidien pour créer de vrais souvenirs. Quand le tournage a commencé, ces souvenirs sont devenus leur matière émotionnelle. Les scènes heureuses venaient de leur cohabitation. Les scènes de rupture, de ce qui s'était déjà détérioré entre eux. Si en France les a isolés de l'équipe et filmait caméra à l'épaule, sans scénario fixe. Ils ne savaient pas ce qui allait se passer chaque jour. Une seule consigne, tout ressentir pour de vrai. Entre les deux périodes de tournage, Gosling a grossi, a cessé de dormir et s'est rasé la tête pour montrer les années de fatigue du personnage. Michelle pleurait réellement à chaque prise. Les disputes étaient si vraies que l'équipe devait parfois couper à cause de la tension. À la fin, ils étaient complètement épuisés. Michelle a eu besoin d'une thérapie et a dit que c'était comme divorcer sans avoir été marié. Gosling a avoué qu'il continuait à ressentir de la tristesse et de la colère pendant des semaines, sans savoir pourquoi. Il disait que le personnage ne le quittait pas, qu'il restait en lui. Blue Valentine n'a pas seulement été un film sur la fin de l'amour, mais une expérience émotionnelle qui les a détruits de l'intérieur. Et quand la caméra s'est éteinte, leur relation fictive paraissait plus réelle que leur propre vie. Pour House of Gucci, Lady Gaga a vécu entièrement dans son personnage pendant presque un an. Elle parlait avec un accent italien même hors du tournage, au point que son entourage a commencé à s'inquiéter. Il n'y avait pas de pause, Gaga dormait, mangeait et respirait comme Patricia. Elle étudiait ses interviews, sa manière de bouger, de regarder, de manipuler. Elle s'est obsédée à comprendre ce qui pouvait pousser une femme à ordonner le meurtre de l'homme qu'elle aimait. Pendant le tournage, la frontière entre l'actrice et le personnage s'est effacée. Gaga a commencé à ressentir la même colère, la même blessure d'abandon qui animait Reggiani. Dans plusieurs scènes, elle a pleuré, sans pouvoir s'arrêter, même après que Ridley Scott ait crié « coupé ». L'équipe raconte qu'elle restait parfois seule, murmurant des phrases du scénario comme si elle était possédée. Des mois se sont écoulés avant la fin du tournage, mais elle n'a pas réussi à sortir du rôle. Elle a dit que Patricia n'est jamais partie. Elle vivait en moi. Je sentais son ombre en permanence. Elle a dû s'isoler, s'éloigner des médias et a avoué avoir eu besoin d'aide psychologique pour retrouver son identité. Lady Gaga s'était préparée pour un rôle et a fini par vivre dans l'esprit d'une meurtrière. Son interprétation a été saluée, mais elle a reconnu avoir perdu quelque chose dans le processus et ne jamais être redevenue la même. Jared Leto est connu pour son immersion extrême dans ses rôles, mais lorsqu'il a interprété le Joker, il l'a incarné comme une créature malade, dévorant tout autour de lui. Au début, il s'est isolé du reste du casting. Il ne voulait pas qu'on le voie comme Jared, mais comme le Joker lui-même. Pendant les répétitions, il parlait à voix basse, riait seul et envoyait des cadeaux macabres à ses collègues. Un rat vivant à Margot Robbie, de vraies balles à Will Smith et un cochon mort rempli de viscères à l'équipe de production. Il disait que cela faisait partie de la méthode, mais tout le monde a commencé à se sentir mal à l'aise. Leto restait dans le personnage en dehors des caméras. Il se déplaçait comme le Joker, parlait avec cette voix déformée et exigeait qu'on l'appelle Mr. G. Il ne parlait à personne. Il passait les pauses seul, dans le noir de sa loge, à écouter des rires déformés et à enregistrer des sons pour rester dans le chaos. Certains membres de l'équipe ont reconnu qu'il était impossible de savoir quand il jouait et quand il ne jouait pas. Leto a admis plus tard que son processus l'avait consumé, qu'il était allé si loin dans l'esprit du Joker qu'il avait eu du mal à en sortir. Mais le résultat n'a pas été celui qu'il espérait. La plupart de ces scènes ont été coupées du montage final, et le public l'a rejeté avec dureté. Des années plus tard, il a reconnu qu'il avait eu du mal à se libérer du personnage, que le Joker était resté en lui, trop longtemps. Jared Leto a appris ce que tant d'acteurs craignent. Si tu franchis la ligne entre toi et ton personnage, tu risques de ne jamais retrouver le chemin du retour.
Jim Morrison était revenu à la vie en 1991, à travers le corps de Val Kilmer. Pendant le tournage de The Doors, la frontière entre l'acteur et le mythe s'est totalement dissoute. Kilmer a passé presque 1 an à étudier chaque enregistrement de Morrison, chaque geste, chaque silence. Il écoutait ses interviews en dormant, a appris à imiter sa voix et a convaincu Oliver Stone de le laisser chanter toutes les chansons lui-même. Le résultat était si parfait qu'en studio, le technicien du son ne pouvait pas distinguer la voix réelle de Morrison de celle de Kilmer. Mais cette obsession s'est vite transformée en possession. Sur le plateau, Kilmer arrivait ivre, récitait des poèmes sans script, se laissait emporter par des accès de rage et d'extase incontrôlables. Parfois, il marchait pieds nus pendant des heures dans le désert avant de tourner, à la recherche de l'énergie de Jim. Il arrivait le regard perdu, parlant en transe, comme s'il entendait des voix que les autres ne pouvaient pas percevoir. Stone l'encourageait. Il voulait du vrai chaos, pas une performance. Et il l'a eu. L'équipe a commencé à l'éviter. Il disait qu'il ne tournait pas avec Val Kilmer, mais avec le fantôme de Jim Morrison. Quand le tournage s'est terminé, Kilmer s'est effondré. Pendant des mois, il voyait encore le visage de Morrison dans le miroir et entendait sa voix dans ses rêves. Il a dit que Jim n'était pas parti, qu'il avait seulement changé de corps. The Doors l'a consacré comme acteur, mais l'a aussi détruit, car certains rôles ne s'interprètent pas. Ils se subissent. Et Val Kilmer a appris que ressusciter une idole morte peut te coûter ton âme. Passons au roi, l'acteur le plus extrême. Pour Daniel Day-Lewis, jouer n'a jamais été faire semblant, mais saigner. Et dans Gangs of New York, cette idée a atteint son paroxysme. Pendant le tournage, il a décidé de devenir réellement Bill the Butcher Cutting, un tueur new-yorkais du 19e siècle. Il a fait fabriquer de vrais couteaux, s'est rasé avec et a refusé de porter un manteau en plein hiver parce que son personnage ne l'aurait pas fait. Résultat, une pneumonie qui a failli le tuer. Mais quand l'équipe lui a demandé d'aller à l'hôpital, il a refusé tout médicament, car à l'époque, les antibiotiques n'existaient pas. Martin Scorsese était fasciné et terrifié. Il disait que Day-Lewis ne jouait pas. Il vivait dans une obscurité que personne d'autre ne pouvait supporter. Sur le plateau, il ne rompait jamais le personnage, même entre les prises. Il parlait avec l'accent de l'époque, traitait le reste du casting comme des ennemis et exigeait qu'on l'appelle « Butcher ». Leonardo DiCaprio a reconnu qu'il avait parfois vraiment peur de lui, surtout lorsqu'il improvisait des accès de rage au milieu d'une scène. Sa préparation, comme toujours, était extrême. Il a passé des mois à étudier les techniques de vrais bouchers, à disséquer des animaux et à s'entraîner avec des couteaux, jusqu'à avoir les doigts couverts de callosité. Il portait un morceau de verre sur son œil pour simuler un œil de verre et a appris à le frapper avec un couteau sans cligner. Il dormait peu, mangeait presque rien et écrivait des lettres à sa famille signées Bill Cutting. Quand le tournage s'est achevé, Day-Lewis n'est pas revenu tout de suite. Il a dit « Bill ne voulait pas partir ». Il est resté isolé des semaines, incapable de regarder son reflet sans sentir qu'un autre le fixait depuis l'intérieur. Scorsese a avoué plus tard qu'il n'avait jamais vu quelqu'un aller aussi loin. Dans chaque rôle, Daniel Day-Lewis laissait un morceau de lui-même. Gangs of New York n'a pas été une performance, ce fut un exorcisme, qui l'a vidé et peut-être rapproché à jamais de la perte de soi. Dans Kramer contre Kramer, Dustin Hoffman n'a pas seulement joué un père en plein divorce, il l'était vraiment. Pendant le tournage, il traversait la séparation avec sa femme et le conflit réel pour la garde de ses filles. Il apportait cette douleur sur le plateau chaque jour. Ce qui devait être un film sur la rupture familiale s'est transformé en une confession à vif, une libération douloureuse et authentique. Hoffman a décidé de jouer sans filtre. Il criait, improvisait, cassait des objets et parfois franchissait des limites. Dans une scène, il a giflé Meryl Streep pour de vrai, sans la prévenir, pour obtenir une réaction authentique. Elle a pleuré pour de vrai, et l'équipe est restée sous le choc, un geste qui serait aujourd'hui impensable. Dans une autre prise, il a brisé un verre juste devant elle, et la peur sur son visage était entièrement réelle. Des années plus tard, Streep a déclaré que Hoffman vivait quelque chose de profondément personnel, et qu'il l'extériorisait à travers le personnage. Pour Hoffman, le tournage a été une catharsis, une thérapie sans contrôle. Il passait des heures seul sur le plateau, à répéter des scènes, à pleurer hors caméra. Derek Cianfrance disait à propos de Blue Valentine qu'il voulait que ses acteurs ressentent vraiment. Hoffman, lui, l'avait déjà fait, des décennies plus tôt, sans qu'on le lui demande. Quand le film s'est achevé, il a remporté l'Oscar.
Mais il a aussi perdu quelque chose. Il a dit que Kramer contre Kramer lui avait laissé un vide étrange, comme s'il avait laissé dans cette histoire tout ce qui restait de son propre mariage. Parfois, l'art guérit. D'autres fois, il ne fait qu'ouvrir un peu plus la plaie. Shia LaBeouf a vécu son rôle dans Fury comme une véritable guerre. Dès le premier jour, il a décidé que s'il devait jouer un soldat, il devait en devenir un. Pendant l'entraînement avec l'armée américaine, il a cessé de se doucher pendant tout le tournage, plus d'1 mois, pour sentir et ressentir comme les soldats au front. Il s'est arraché une dent avec un rasoir pour obtenir l'apparence abîmée qu'il voulait et a demandé à un médecin de le recoudre sans anesthésie. Mais ce n'était que le début. Pendant que les autres acteurs dormaient dans des hôtels, lui vivait dans une tente sur le plateau, sous la pluie et dans la boue. Il dormait en uniforme, son fusil à ses côtés. Chaque matin, avant de tourner, il se coupait le visage avec une lame pour que les cicatrices à l'écran soient en vrai. David Ayer, le réalisateur, l'a encouragé à maintenir cette intensité, et l'atmosphère est devenue insupportable. LaBeouf refusait de parler en dehors du personnage et se disputait sans cesse avec les autres, qui ont fini par l'éviter. Brad Pitt a déclaré plus tard que Shia ne jouait pas un rôle. Il vivait une guerre. Eux ne faisaient que la filmer. Pendant les scènes les plus dures, il entrait en transe. Dans l'une d'elles, il a pleuré et tremblé si violemment que l'équipe est restée silencieuse, ne sachant pas s'il fallait continuer à filmer ou l'aider. À la fin, LaBeouf s'est effondré. Il a dit qu'il avait perdu toute notion de qui il était. Il a passé des semaines seul, écrivant des journaux sur le traumatisme du personnage, incapable de dormir sans cauchemar. Des années plus tard, il a reconnu que Fury l'avait conduit dans l'obscurité la plus profonde de sa vie. Parce que parfois, quand tu te donnes entièrement à la douleur d'un autre homme, tu ne retrouves plus le chemin de la tienne. Quand Francis Ford Coppola a engagé Marlon Brando pour Apocalypse Now, il s'attendait à un dieu du cinéma. Ce qu'il a eu, c'est un monstre imprévisible, dévoré par son propre mythe. Brando est arrivé sur le tournage obèse, chauve, sans avoir lu le scénario, et avec des semaines de retard. Il avait déjà touché 3 millions de dollars d'avance, mais refusait de tourner. Désespéré, Coppola s'est enfermé avec lui pendant plusieurs jours pour lire ensemble, au cœur des ténèbres de Conrad. De là est né le colonel Kurtz, un homme ayant perdu la raison, tout comme Brando. Brando a presque tout improvisé. Les scènes n'avaient pas de script. Coppola le laissait parler dans la pénombre, la caméra filmant à moitié dans l'ombre pour cacher son corps gonflé. Pendant les prises, il divaguait sur la guerre, la morale et la folie, mêlant le texte de Conrad à ses propres obsessions. Parfois, il exigeait que personne ne le regarde directement. D'autres fois, il répétait indéfiniment jusqu'à ce que son délire devienne vérité. Le tournage a été un cauchemar. Typhon, malaria, acteurs hospitalisés, Coppola en crise d'angoisse, et Brando sombrant chaque jour un peu plus. Il passait des heures à monologuer dans l'obscurité totale, sa voix résonnant dans la jungle comme une messe funèbre. Il y avait quelque chose d'hypnotique, presque démoniaque, dans sa présence. Personne ne savait si l'homme qui parlait était Brando ou Kurtz. Quand le film a été terminé, Brando a coupé tout contact. Il a dit qu'il ne pouvait pas regarder le film, que ce qu'ils avaient capturé n'était pas une performance, mais son esprit en train de se décomposer devant la caméra. Apocalypse Now est devenu un chef-d'œuvre, mais au prix de la santé mentale de tous ceux qui y ont participé. Et Brando, le plus grand acteur de son époque, a découvert que l'horreur dont parlait Kurtz vivait déjà en lui. Michael Fassbender n'a pas joué la fin. Il l'a vécu. Pour devenir Bobby Sands, le prisonnier de l'ARA qui a entamé une grève de la faim jusqu'à la mort, Fassbender a poussé son corps jusqu'à la limite absolue. Pendant plusieurs mois, il a suivi un régime contrôlé qui l'a réduit à un spectre. Il a perdu plus de 20 kilos en ne mangeant que des noix, des sardines et des baies. Son corps se consumait jour après jour, et Steve McQueen, son réalisateur, filmait cette lente agonie avec une précision clinique. Le tournage a été une expérience presque religieuse. La première moitié de Hunger montre l'horreur physique, des corps nus couverts d'excréments, la brutalité policière, l'isolement. Fassbender passait des heures immobiles, affrontant le froid, la vraie faim et la saleté. Mais le plus extrême restait à venir. La séquence centrale, une conversation de 17 minutes, sans la moindre coupe, a été filmée après des semaines de jeûne. Fassbender était si faible qu'il tenait à peine debout. Sa respiration était réelle, sa peau grisâtre, son regard vide. Aucun maquillage.
seulement le corps d'un homme qui s'éteignait devant la caméra. Après cette scène, il a continué à maigrir jusqu'à n'être plus que peau et os. Dans les derniers jours, il ne dormait plus, ne pouvait plus se concentrer, souffrait de vertige et voyait des lumières, des figures hallucinées. Mais il a insisté pour continuer. Il disait qu'il devait le faire par respect pour Bobby Sands et pour ceux qui étaient un des morts, en croyant à quelque chose. À la fin du tournage, il a eu besoin de plusieurs semaines pour pouvoir remanger normalement. Son corps s'est rétabli, mais pas son esprit. Fassbender a avoué que Hunger l'avait changé pour toujours. Il n'a plus jamais regardé la nourriture, ni la douleur, de la même manière. Parce que, pendant ce tournage, Michael Fassbender a vécu le chemin vers la mort. En 1999, Jim Carrey a cessé d'exister. Pendant Man on the Moon, il n'était plus un acteur jouant Andy Kaufman. Il était devenu Andy Kaufman, littéralement. Dès le premier jour, il a demandé à ce que personne ne l'appelle Jim, pas même le réalisateur Miloš Forman. Il répondait seulement à Andy ou à Tony Clifton, l'alter ego vulgaire et destructeur du comédien. Carrey vivait dans le personnage 24 heures sur 24. Il arrivait sur le plateau déguisé, insultait l'équipe, disparaissait sans prévenir. Quand c'était le cas, Tony prenait le contrôle. Il débarquait ivre, détruisait des décors et exigeait de tourner des scènes qui n'existèrent pas dans le scénario. Forman était à la fois fasciné et terrifié. Il disait « C'était comme avoir Andy Kaufman vivant, sans savoir si nous en sortirions sains d'esprit. » Carrey a étudié obsessionnellement chaque interview, chaque geste, chaque silence de Kaufman. Il s'est isolé de sa famille, enfermé dans sa caravane, en parlant uniquement avec la voix d'Andy. À un moment, il a improvisé une rencontre spirituelle. Il est allé à la mer, a crié pour demander un signe, et a juré que l'esprit de Kaufman était entré en lui. À partir de là, il disait ne plus jouer, mais canaliser. Pendant les mois de tournage, il a souffert d'épisodes dissociatifs, oubliant qui il était vraiment. L'équipe a tout filmé, mais les images sont restées cachées pendant près de 20 ans, tant elles étaient troublantes. Quand le documentaire Jim et Andy est sorti, Carrey a avoué « Andy m'a possédé. Quand c'est terminé, je ne savais plus qui j'étais. Et pendant longtemps, je n'ai pas voulu le savoir. » Après Man on the Moon, Carrey a sombré dans une crise existentielle profonde. Il s'est éloigné du cinéma, a disparu de la scène publique et a parlé de la perte de l'ego et du sentiment d'identité. Il disait que Jim Carrey n'était qu'un personnage qui n'existait plus. Parce que, pendant ce tournage, il n'a pas joué Andy Kaufman. Il l'a ressuscité. Et quand Andy était parti, Jim n'est jamais revenu. Si tu es arrivé jusqu'à la fin, laisse un like et abonne-toi. Ici, on ne parle pas seulement de cinéma, on parle de ce que le cinéma fait à l'âme. Dis-moi dans les commentaires quelle transformation t'a le plus marqué. Je veux te lire. Et si tu veux continuer à explorer ce côté plus profond du 7e art, suis-moi aussi sur Instagram et sur Letterboxd, où je partage ce que tu ne verras pas sur YouTube.